France. Bonsoir, 8 ans après, les partisans de l'enseignement catholique sont de retour dans les rues de Paris. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, originaires de la région Île-de-France, se sont rassemblés aujourd'hui à la porte de Versailles pour défendre l'école libre menacée à leurs yeux d'asphyxie. Commentaire Didier Auriac. Lutter pour le pluralisme éducatif, soutenir un enseignement catholique menacé d'asphyxie. Pour défendre ces idées, ils étaient plus de 20 000 selon les organisateurs à s'être donné rendez-vous aujourd'hui au parc des expositions de la Porte de Versailles. Parents, enseignants, personnel administratif, responsables diocésains, représentant les 200 000 élèves des établissements privés d'Île-de-France. Rien à voir bien sûr avec l'énorme manifestation de l'école privée qui en 84 avait réuni 2 millions de personnes dans les rues de Paris. Mais un rassemblement qui aura quand même attiré la grande foule. Le grand hall du parc des expositions s'avérant trop étroit pour accueillir l'ensemble des participants à cette réunion. Une réunion en forme d'avertissement lancée à Jack Lang, le nouveau ministre de l'Éducation. Oui, un nouveau ministre de l'Éducation dont la nomination semble avoir recueilli les faveurs de l'opinion, mais qui risque de connaître une prise de fonction agitée. Mardi, entre autres, les étudiants et les lycéens manifesteront contre ce que l'on a baptisé le projet Jospin. Et puis cet après-midi, vous l'avez vu, les acteurs de l'enseignement privé ont fait la preuve de leur détermination. L'examen de leurs revendications est détaillé par Anne Gouraud et Marc Félix. Depuis 15 ans, Marianne Compagnon enseigne l'anglais au lycée Blanche de Castille, à Versailles. Elle a opté pour le secteur privé parce qu'elle s'y sent réellement à l'écoute de ses élèves. Un engagement et un choix qui ne l'empêchent pas de trouver injustes les avantages des enseignants du public. Bien, je pense qu'au niveau des concours, il est beaucoup plus difficile car nous devons travailler en même temps que nous les préparons. Les mesures d'intégration pour passer de, par exemple, adjoint à l'enseignement à certifié sont aussi au compte-gouttes en ce qui nous concerne. Et enfin, nos retraites, nos cotisations sont plus élevées pour une retraite inférieure. Représentatif de la frustration de l'école privée en France, cette pile de dossiers d'élèves refusés. Faute de place et d'enseignants, Blanche de Castille a écarté la candidature de 600 élèves cette année. Bientôt, l'établissement fera construire des locaux plus vastes, un pari doublement angoissant. D'abord parce que le ministère de l'Éducation n'accordera pas forcément les 15 postes d'enseignants supplémentaires réclamés. Ensuite parce que l'école devra s'autofinancer, contrairement aux établissements publics. La loi de décentralisation a donné la possibilité aux conseils généraux et aux conseils régionaux de prendre un certain nombre de décisions. Notre revendication serait de leur laisser la possibilité, s'ils le souhaitent, de participer à nos investissements en tant que partenaires de l'éducation nationale. Au centre de la polémique, la dette de l'État. Ce dernier vient de débloquer 1,8 milliard pour dédommager en partie les établissements sous contrat. Insuffisant, estiment les responsables du privé. À prendre ou à laisser, réplique le ministère qui n'oublie pas que l'éducation nationale, elle aussi, est confrontée au manque de moyens et d'enseignants. Hormis Jack Lang qui recueille 56% d'opinions favorables, le nouveau gouvernement ne semble pas bénéficier de l'état de grâce. Selon un sondage IFOP publié ce matin par le journal du dimanche, 46% des personnes interrogées se déclarent déçues par la composition du nouveau gouvernement contre 40% qui se disent satisfaites. 50% des Français reconnaissent que l'équipe de Pierre Bérégovoy est rajeunie et pleinement solidaire, alors que 48% jugent qu'elle n'est pas renouvelée. Et puis vous le voyez, Bernard Tapie suscite des avis contradictoires. 92% le jugent dynamique, 77% estiment qu'il est arriviste et 60% enfin estiment qu'il n'a pas sa place comme ministre. Pas d'état de grâce non plus au regard de l'opposition. Ce midi, l'ancien ministre RPR de l'économie, Édouard Balladur, qui était l'invité d'Antenne 2. Édouard Balladur a souhaité que le président de la République tire rapidement tous les enseignements des élections cantonales et régionales. Et il a notamment demandé l'organisation d'un référendum. Dans l'état actuel des choses, avec un gouvernement qui s'appuie sur 18% des Français et qui a cependant la majorité à l'Assemblée nationale, je crois que le bon sens, et si j'osais, je dirais aussi la morale, voudrait qu'on consulte le peuple. Surtout à la veille de prendre des décisions aussi importantes qu'approuver ou ne pas approuver les accords de Maastricht. Alors, c'est au président de la République à prendre sa décision, rien ne l'y contraint juridiquement. Je crois que tout devrait l'y porter moralement.
De leur côté, réunis à Lyon, les Verts ont décidé de tenir des assises de l'écologie à l'automne prochain. Désireux d'élaborer un projet politique dans la perspective des élections législatives, les amis d'Antoine Wechter ont eu quelques débats houleux quant à la définition future de leur mouvement, à mi-chemin entre une structure d'opposition et une formation à vocation gouvernementale. À Lyon, reportage de Véronique Gorel et de Marc Félix. L'écologie n'est pas à marier, mais elle est sûrement à fiancer. Petite révolution culturelle chez les Verts. Ce week-end à Lyon, les amis d'Antoine Wechter ont tiré les leçons d'un scrutin. Fini le sectarisme, fini le repli sur soi. En décidant de convoquer des assises de l'écologie politique, les Verts jouent l'ouverture. C'est avec d'autres qu'ils sont désormais prêts à réfléchir et à faire des propositions dans la perspective des législatives. Ce sont bien sûr les associations, les syndicats, mais aussi certaines forces politiques, certainement. Cela dit, il n'est pas question qu'elle participe en tant que telle à ces assises, mais qu'elle participe par le biais donc de leurs membres, de leurs groupes locaux ou des gens qui sont engagés avec nous sur le terrain. Les Verts ne parlent toujours pas d'alliance, encore moins de programme commun avec d'autres formations politiques, chaque chose en son temps. Il y a un travail de pédagogie qu'il faut entreprendre, c'est incontestable, cette mutation culturelle, c'est-à-dire du passage d'une organisation qui pour l'instant n'avait d'autres perspectives que de se situer dans une opposition, et celle tout à fait nouvelle d'une organisation qui participerait à un exécutif gouvernemental. À mon avis, ça suppose du temps. Les assises de l'écologie politique devraient se tenir en octobre à Paris. En prenant dès aujourd'hui l'initiative, les Verts veulent montrer qu'ils seront une force incontournable dans le nouveau paysage politique français. Après les péripéties de l'élection présidentielle dans les régions Lorraine, Haute-Normandie, Bourgogne ou encore Nord-Pas-de-Calais, c'est maintenant la nomination du président dans un conseil général qui suscite la polémique. En Dordogne, dans une assemblée départementale majoritairement à droite, c'est à la surprise générale le candidat socialiste qui a été élu, profitant, semble-t-il, d'une voix de l'UPF accordée, je cite, par fatigue ou par faiblesse. Conflit politique à Périgueux, Clément Veil-Rénal. 25 voix contre 25. Vendredi dernier, le Conseil général de la Dordogne élit son président et, surprise, c'est le doyen d'âge Alexis Félix, 79 ans, socialiste, qui l'emporte au bénéfice de l'âge face au candidat de l'opposition Gérard Fayol. La gauche jubile, la droite, elle, est furieuse. Il y a un traître dans ses rangs. L'un des 26 conseillers généraux RPR-UDF a forcément donné sa voix aux socialistes. Les 26 ont juré sur l'honneur qu'ils avaient voté aux 3 tours Gérard Fayol. Donc il y a bien un traître dans vos rangs tout de même. Oui, il y en a un qui est un Judas qui a été acheté avec les deniers du Parti socialiste. Voilà exactement ce qui s'est passé. Et ce monsieur-là, eh bien, un jour ou l'autre, on saura qui c'est. Après réunion à huis clos, René Barou, conseiller RPR du canton d'Issy-Jacques, reconnaît avoir cédé tant par faiblesse que par lassitude à certaines pressions socialistes. Mais à l'issue de la réunion, tout rentre dans l'ordre. René Barou signe avec les autres un texte d'unité. La droite aura donc la majorité face au président de gauche. Vous êtes amer aujourd'hui? Ah non, parce qu'il y a une majorité départementale de 26 membres, dans 26 cantons qui sont notre soutien, les électeurs de ces cantons. Si un conseiller général de notre groupe s'est trompé de bulletin, tout le monde peut se tromper. Demain, la réunion du Conseil général, destinée à élire sa commission permanente, risque néanmoins d'être houleuse. Gérard Fayol annonce le dépôt d'une plainte devant le tribunal de grande instance pour tirer l'affaire au clair, ainsi qu'une action en annulation devant le tribunal administratif. À l'étranger, les casques bleus français se déploient sur le terrain en Croatie. Le premier bataillon d'infanterie s'est installé dans sa zone d'affectation aujourd'hui en Krajina du Sud. Chaleureusement accueillis par la population, ces militaires devront très rapidement jouer tout leur rôle d'interposition dans un pays où le cessez-le-feu subit de multiples violations. La guerre civile s'est notamment ravivée aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine. Commentaire de Jean-François Gringoire. Au début, une manifestation pacifique organisée par des musulmans et des Croates de Bosnie-Herzégovine dans les rues de Sarajevo. Et soudain, devant le Parlement bosniaque, des inconnus qui ouvrent le feu. Officiellement, 5 personnes ont été tuées, une dizaine d'autres blessées, mais le bilan risque d'être bien plus lourd. Des tirs ont été entendus dans le reste de Sarajevo, survolés par des avions de l'armée fédérale. L'état d'urgence a été décrété dans 5 autres villes de la Bosnie-Herzégovine qui vient de vivre aujourd'hui ses affrontements les plus sanglants depuis le début de la crise yougoslave au moment où arrivent les premiers casques bleus.
Tôt dans la matinée, les bérets bleus français étaient à pied d'œuvre. Premier objectif, se déployer en Krajina du Sud après avoir franchi la ligne de front. Deuxième objectif, installer leur PC à Krakats et déployer le bataillon dans un rayon de 50 km autour de cette ville. À l'heure qu'il est, ils ont planté leur tente dans une région montagneuse où vit une population habituée à porter les armes pour se défendre, ce qui va représenter maintenant un danger permanent pour ces soldats de la paix. On vote depuis ce matin et jusqu'à demain 14 h en Italie. Il s'agit d'élections législatives pour désigner leurs quelques 630 députés et 315 sénateurs. Les 47 millions d'électeurs italiens doivent choisir entre plus de 12 000 candidats, allant de la représentante du parti de l'amour, c'est elle qui a succédé à la Cicciolina, jusqu'au parti fasciste représenté ici par la petite fille de Benito Mussolini. Comme en France, les derniers sondages font apparaître la possible émergence d'un vote de protestation contre les partis traditionnels, vote qui pourrait donc mettre à mal la coalition gouvernementale. Mais l'une des inconnues de ce scrutin porte sur le résultat des communistes. Le PCI, désormais baptisé Parti démocratique de gauche, semble affaibli à la fois par les événements et les effets des événements survenus à l'Est, mais aussi par ses divisions internes. Sans véritable programme, mais avec la volonté de réunir le plus grand nombre, y compris au cœur de leur bastion, les communistes semblent avoir perdu du terrain, comme en Émilie-Romagne, région où ils réalisaient pourtant jusqu'à plus de 50% des voix. Nos envoyés spéciaux, Laurence Piquet, Philippe Jasselin, se sont rendus sur cette terre rouge au nord de Bologne, dans laquelle le vote communiste s'apparente parfois à un acte de foi. Guarda, io sono nata nel partito dei lavoratori e morirò nel partito dei lavoratori. Campagne électorale dans la banlieue rouge de Reggio Emilia. Ici, un électeur sur deux est communiste, ou du moins l'était. Le parti a changé de nom. Nous ne sommes pas seulement ex-communistes, mais démocrates de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Veut dire que notre parti n'est pas un parti idéologique. C'est un parti qui veut organiser les catholiques, les écologistes, les démocrates de gauche de toute inspiration politique et culturelle. Rassembler les anciens, facile, mais les jeunes sur quel programme? La lutte anti-mafia, la solidarité ou encore les réformes économiques? L'identité du nouveau PDS n'est pas très claire. Le mouvement est affaibli aussi par la création d'un nouveau parti de communistes purs et durs. Rouge, l'Émilie-Romagne l'est depuis le début du siècle. Le ferment de la révolte est dans les campagnes, avec l'idéal égalitaire défendu par les métayers. C'est ici que naissent les premières coopératives rouges, comme Giulio, créées il y a 60 ans par des ouvriers agricoles. Il y a quelques années encore, il fallait être communiste pour travailler ici. Gian Ferrari, lui, est entré à l'âge de 17 ans. Pour lui, l'idéal de solidarité doit rester ancré dans l'entreprise. Moi, je suis d'accord pour une ouverture politique et économique de la coopérative. Mais la majorité des travailleurs pensent que la coopérative doit rester à gauche, elle doit rester rouge, dans la grande tradition de la gauche. Fini le monopole de la contestation, le Parti démocratique de la gauche va devoir affronter ici une quinzaine de jeunes formations. Certes, le Parti communiste italien a été le premier à prendre ses distances vis-à-vis de Moscou, mais dans cette commune, la statue de Lénine n'est pas encore tombée. Moi, je viens ici contrôler que tout est en ordre autour de ce monument et je lui amène des fleurs. Pour moi, il représente ce que Dieu est pour le chrétien. Incrédulité des jeunes face à cette foi inébranlable, le mythe de Moscou ne fera pas le plein de voix, pas même dans la terre rouge de l'Italie. Et dans l'ensemble, les Italiens ont voté très nombreux aujourd'hui, visiblement conscients de l'importance de l'enjeu. Selon les premières estimations officielles, la participation pourrait atteindre 90% demain à 14 h à la clôture du scrutin. Société en France, ouverture demain de la chasse aux automobiles en mauvais état. Tous les possesseurs d'une voiture de 10 ans ou plus devront être en mesure de prouver le bon état de leur véhicule. Le contrôle technique est en théorie obligatoire depuis janvier, mais les pouvoirs publics avaient jusqu'ici manifesté une certaine clémence. Leur indulgence prendra donc fin demain, malgré la saturation des centres de contrôle agréés. Remis à neuf, voici le reportage d'Isabelle Thomas et de Christos Camilleris.
Vous avez le temps là, hein, vous avez jusqu'au 22 avril 80. Première surprise du contrôle technique obligatoire, les automobilistes s'y conforment de bonne grâce. De trop bonne grâce peut-être, si on en juge par l'engorgement de certains centres. Apparemment, le carnet de rendez-vous là est plutôt chargé. Il est plutôt chargé, il est très chargé, hein, le carnet de rendez-vous. Et malheureusement, on n'arrive pas à faire face à toutes les demandes. Hein. Disons que nous avons une saturation de 2 mois, hein, à peu près. Hein. Ce délai n'est pas exceptionnel, il tient à l'état du parc automobile français. Pour appliquer le contrôle obligatoire, il a fallu étaler la mesure sur 3 ans. Cette année, seules les voitures de plus de 10 ans sont concernées. La date de mise en circulation inscrite sur votre carte grise vous donne la date limite pour faire contrôler votre voiture. D'ici la mi-juin, la liste des centres agréés comptera 1600 sites. Cette liste, vous pouvez la demander à la préfecture de votre département, mais vous pouvez aller dans n'importe quel centre. Vous habitez Paris, vous pouvez faire contrôler votre véhicule à Nice, vous pouvez faire contrôler votre véhicule à Saint-Brieuc, peu importe. Un service Minitel, 3615 code route, vous guide même dans vos recherches. Si des dérogations ont permis jusqu'ici d'épargner les retardataires, attention, dès lundi 6 avril, l'absence de cette vignette et du cachet sur votre carte grise pourra vous coûter jusqu'à 900 francs. Alors qu'un contrôle technique revient à peu près à 300 francs. Les sports maintenant, cyclisme, un Français, Jackie Durand, inattendu vainqueur du Tour des Flandres cet après-midi. Ce jeune Mayennais s'est imposé après 215 km d'échappée et il a signé sa première victoire internationale dans une épreuve qu'aucun Français n'avait remportée depuis la belle année 1956. Commentaire de Jean-Philippe Guillard. 215 km d'échappée pour permettre au Français Jackie Durand, ici en 2e position, de remporter le Tour des Flandres et de sortir de l'anonymat. Dès le 45e kilomètre, le coureur de l'équipe Castorama fausse compagnie au peloton avec 3 autres complices, Weckmuller, Mevisch et Roland. Ils vont compter jusqu'à 22 minutes d'avance sur un peloton qui s'essouffle dans les secteurs pavés. Ici, le Suisse Weckmuller cède définitivement la place de leader aux Français, plus frais pour aborder le Bosberg, 14e et dernier mont du terrible Tour des Flandres. Jackie Durand, un Mayennais de 25 ans, peut enfin rêver de victoire. Depuis 1956, c'est-à-dire depuis 36 ans, et la victoire de Jean Forestier, aucun Français n'avait franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. C'est insensé, mais pour que je puisse gagner sérieusement, il fallait que ce soit un peu un style comme ça, partir de loin, une échappée. Bon, on est parti à 4, c'était vraiment peu jouable. Mais bon, je suis tombé avec un Thomas Weckmuller en grande forme. Moi, je l'étais aussi depuis 2-3 jours. Je voyais que j'étais en condition pour être là dans le Tour des Flandres. Mais de là à gagner, je crois que c'est incroyable. Incroyable mais vrai, Jackie Durand prouve qu'il est bien plus qu'un simple équipier et qu'il faudra maintenant compter sur lui pour d'autres grandes classiques. Athlétisme, la double championne du monde du 100 et du 200 mètres, l'Allemande Kathrin Krabbe, blanchie aujourd'hui par la fédération de son pays avec 2 coéquipières. Elle était accusée d'avoir manipulé des échantillons d'urine lors d'un contrôle antidopage en Afrique du Sud. Si la fédération internationale ne s'y oppose pas, Kathrin Krabbe devrait voir lever la suspension de 4 ans qui pesait sur elle. Elle devrait ainsi participer aux Jeux Olympiques de Barcelone. En Formule 1 maintenant, la fin il y a quelques minutes du Grand Prix du Brésil sur le circuit d'Interlagos. Victoire sans surprise d'une Williams-Renault, celle pilotée par le Britannique Nigel Mansell. Commentaire de Didier Chaumont. Un temps idéal sur ce circuit d'Interlagos au Brésil pour cette 3e manche du championnat du monde de Formule 1 avec un super favori en pole position Nigel Mansell sur sa Williams Renault, Ricardo Patrese en première ligne qui prend le meilleur départ. Ça va mal en revanche pour les McLaren puisque dès le départ Gerhard Berger connaît quelques difficultés, il abandonne après quelques tours. Les Williams Renault mènent la danse avec Ricardo Patrese qui a décidé de faire la course en tête. Ayrton Senna connaît lui aussi de sérieux problèmes. Il abandonne à son tour. Il reste donc décidément beaucoup de chemin à parcourir pour les McLaren pour venir inquiéter les Williams Renault. En tête de la course, Patrese répond instantanément aux tentatives de dépassement de Mansell. Le Britannique décide de s'arrêter au stand pour un changement de pneus. Après l'arrêt au stand de son coéquipier, Mansell reprend la tête de la course, suivi de Patrese. Les Williams Renault laissent leurs adversaires et Schumacher en 3e position à plus d'un tour. Derrière, eh bien, c'est l'hécatombe puisque les 2 ligiers de Boutsen à leur 5e et Coma vont s'accrocher. Ils abandonnent. Victoire finale dans ce 3e Grand Prix de Nigel Mansell, 2e Patrese, suivi de Schumacher. C'est la 24e victoire en Grand Prix de Nigel Mansell.
Et le Français Jean Alesi, lui, s'est classé 4e devant l'Italien Ivan Capelli. Et puis en voile, Ville de Paris maintient son cap sur la finale de la Coupe de l'América. Le voilier français qui affrontera la nuit prochaine en direct sur la 3 aux environs d'1h du matin New Zealand. Le voilier français donc a dominé le concurrent italien Il Moro di Venezia la nuit dernière au large de San Diego. Il occupe maintenant provisoirement la première place du classement général. Commentaire à nouveau de Didier Chaud. La blessure de Ville de Paris après sa collision avec le bateau nippon vendredi n'était plus qu'un mauvais souvenir. Petit clin d'œil d'ailleurs avec ce drapeau japonais collé sur l'étrave. Le bateau français avait effacé au départ de cette 5e régate toute trace d'abordage grâce au travail remarquable de Philippe Briand, l'architecte, et de toute son équipe. Dès le départ, dans le premier bord de près, Ville de Paris, opposé à Il Moro di Venezia, va s'engager dans un duel acharné. Partis sur la même ligne, bord à bord, les Italiens vont prendre l'ascendant avec 39 secondes d'avance à la première bouée, en réussissant à déventer peu à peu Ville de Paris. Le vent capricieux du Pacifique va ensuite modifier les données de la course. Marc Pajot et son équipage profitent dans un premier temps d'une erreur de manœuvre des Italiens, le bris d'une latte de la grand voile lors de l'envoi un peu chaotique du spinnaker. Le défi français réussit à s'échapper. Dans le dernier bord de près, la chance sourit à nouveau aux Italiens, mais tout va se jouer dans le dernier bord de vent arrière. Le choix tactique des Français va se révéler payant. Ils choisissent le bon côté du plan d'eau, là où il y a le plus de vent. Victoire de Ville de Paris qui rejoint ainsi la tête du classement général. Prochain adversaire, la Nouvelle-Zélande. Je crois que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment une victoire d'équipe parce que en permanence, c'est le tacticien qui a eu des preuves, le barreur qui a eu des preuves, la plage avant qui a eu des preuves et tout le monde y passe et tout le monde a sa participation extrême dans ce genre de victoire. Du théâtre enfin avant de refermer ce journal, après un spectacle et surtout avec un spectacle inattendu à Gennevilliers en banlieue parisienne, un texte de Jean Genet sur les massacres de Sabra et Shatila, mise en scène par Alain Milianti, le directeur de la Maison de la Culture du Havre, semble avoir réussi l'impossible, faire la démonstration que le beau pouvait naître à partir du mal. Reportage de Dominique Poncet et d'Edmé Poupard. Vendredi 17 septembre 1982. Jean Genet, qui défend depuis longtemps déjà la cause palestinienne, découvre les horreurs des massacres des camps de Sabra et Shatila. Bouleversé, le poète décide de témoigner et il écrit une vingtaine de pages qui paraîtront dans la revue d'études palestiniennes. Ce sont ces 20 pages-là qu'Alain Milianti a choisi de mettre en scène. Un travail superbe. C'est Clotilde Mollet qui prête sa voix au poète disparu. L'amour et la mort. Ces deux termes s'associent très vite quand l'un est écrit. Il m'a fallu aller à Shatila pour percevoir l'obscénité de l'amour et l'obscénité de la mort. Les corps, dans les deux cas, n'ont plus rien à cacher. Le texte de Genet est, je pense, un de ses plus beaux textes littéraires. Il est bien au-delà de l'événement lui-même. Et je crois que ce texte gagne à être connu. Il a été longtemps méconnu puisqu'il n'a été publié que dans la revue d'études palestinienne. Et Milianti, d'une certaine manière, rend au public de Genet un texte essentiel de Genet. Je suis français, mais entièrement, sans jugement, je défends les Palestiniens. Ils ont le droit pour eux puisque je les aime. Mais les aimerais-je si l'injustice n'en faisait pas un peuple vagabond? J'ai voulu faire entendre ce texte pour ce qu'il était, c'est-à-dire un texte littéraire, et non pas un pamphlet politique. Un texte littéraire qui vient après 21 ans de silence littéraire de Jean Genet. Et j'ai trouvé ça particulièrement émouvant et j'ai essayé de le faire entendre. Donc, c'était pas le moment du metteur en scène, c'était le moment de l'auteur. Personne ni rien. Aucune technique du récit ne dira ce que furent les 6 mois passés par les pédaliers dans les montagnes. Dans un instant, la météo complète de Florence Klein. Dans Soir 3 à 22h30 avec Henri Chapier, je recevrai la comédienne Mathilde Amet, héroïne du film de Michel Deville, Toute peine confondue, qui réunit également Jacques Dutronc et Patrick Bruel. Je vous souhaite d'ici là de passer un excellent début de soirée. Merci.